livre plein les oreilles. Bonjour, je m'appelle Clotilde Sey. Je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois cette semaine pour écouter cette émission qui ne se consacre qu'aux livres audio. Je vous le dis tout de suite, la première partie de cette émission-là et une bonne partie de la seconde est née d'un coup de gueule. Ben oui, un coup de gueule, parce que suite à la parution d'un article qui nous présente Audible, pour ne pas le nommer, souhaitant ardemment vendre l'IA au narrateur, je vais vous raconter cela en détail un peu plus tard à l'émission, là j'ai eu envie, durant cette heure consacrée au livre audio, au livre qui s'écoute, j'ai eu envie de faire honneur à des voix, des vraies voix, des voix hors du commun, des talents purs qui nous font mesurer l'espace vertigineux, abyssal qu'il y a entre une voix humaine et une voix créée par l'intelligence artificielle. Oui, c'est suite à un coup de colère, je vous le disais, immédiatement suivi par une envie de reconnaissance pour le travail humain que j'ai bâti cette émission. Parmi les voix d'ici ou d'ailleurs, celles de Catherine Trudeau, Dominique Kennel, Élodie Hubert, Paul Amarani, Bernard Métro, Jean-François Caron, Marie-Christine Barrault, Thierry Blanc et Pierre-François Garel. Alors voilà ce papier intitulé « Amazon prévoit de faire appel à des narrateurs humains ». C'est sorti entre autres dans l'actualité, mais dans toutes sortes de revues et de journaux. Amazon prévoit de faire appel à des narrateurs humains qui se porteront volontaires pour créer des modèles vocaux qui seront synthétisés afin de créer des livres audio plus rapidement. Audible devrait permettre aux narrateurs de contrôler les projets dans lesquels leur voix sera utilisée, du moins pendant la phase d'essai. La participation est gratuite pour les narrateurs. Des auditions sont même prévues afin de permettre aux artistes de démontrer leur aptitude à prêter leur voix pour différents projets, comme pour des livres audio. 40 000 livres audio ont déjà été créés avec des voix virtuelles sur Audible. Ça, c'est pour la raison de mon coup de gueule. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de rendre hommage aux voix humaines, je vous l'ai dit en tout début d'émission. Mais pour commencer, pour vous donner une bonne idée de la déshumanisation d'une voix par l'IA, je vous propose d'écouter la voix de Manon, qui est née en France, pour une bonne cause, puisque c'est la voix la plus utilisée auprès des personnes mâles ou non-voyantes, pour qui le livre audio, vous le savez, est une nécessité. Mais ça, c'est pour vous donner une petite idée. Et encore, elle est pas si mal. Je vais entrer ici dans le vif du sujet, sans autre forme de procès. L'assistant, au jardin d'acclimatation, qui s'intéresse au python, m'avait dit « Je vous encourage fermement à continuer, cousin. Mettez tout cela par écrit, sans rien cacher, car rien n'est plus émouvant que l'expérience vécue et l'observation directe. Évitez surtout toute littérature, car le sujet en vaut la peine. » Il convient également de rappeler qu'une grande partie de l'Afrique est francophone et que les travaux illustres des savants ont montré que les pythons sont venus de là. Je dois donc m'excuser de certaines mutilations, mal-emploi, sauts de carpe, entorse, refus d'obéissance, crabisme, strabisme et immigration sauvage du langage, syntaxe et vocabulaire. Il se pose là une question d'espoir, d'autre chose et d'ailleurs, à des cris défiant toute concurrence. Il me serait très pénible si on me demandait avec sommation d'employer des mots et des formes qui ont déjà beaucoup couru, dans le sens courant, sans trouver de sortie. Le problème des pythons, surtout dans l'agglomérat du Grand Paris, exige un renouveau très important dans les rapports, et je tiens donc à donner au langage employé dans le présent traitement une certaine indépendance et une chance de se composer autrement que chez les usagers. Voilà, ça c'est Manon. On s'entend, le timbre de la voix est loin d'être désagréable. Le problème, c'est ce que l'intelligence artificielle en fait. Maintenant, la voix humaine, dans tous les sens du terme, puisqu'on va commencer par la voix humaine de Jean Cocteau, telle que lue par Simone Signoret. En une prise, chez elle, elle avait, oui, c'est quelque chose que j'ai déjà diffusé, et elle était allongée dans son lit. Elle a dit « Je ne veux voir personne ». Ça a été enregistré, le technicien était dans la cuisine. Elle a fait une prise, ça a duré 45 minutes. Lorsqu'elle a arrêté, le technicien était complètement en larmes. Et vous allez entendre un extrait de cela, de cette femme qui parle à son ex-amant qui vient de la quitter. C'est lu par Simone Signoret. Il a toujours été convenu que
Nous agirions avec franchise et j'aurais trouvé criminel que tu me laisses sans rien savoir jusqu'à la dernière minute. Le coup aurait été trop brutal, tandis que là, j'ai eu le temps de m'habituer, de comprendre. Quelle comédie? Allô? Qui? Que je te joue la comédie, moi? Tu me connais, je suis incapable de prendre sur moi. Mais pas du tout. Pas du tout. Très calme. Tu l'entendrais? Je dis tu l'entendrais. J'ai pas la voix d'une personne qui cache quelque chose. Non, j'ai décidé d'avoir du courage et j'en aurai. Permets, mais c'était pas pareil. Pas si possible, mais on a beau se douter, s'attendre au malheur, on tombe toujours à la renverse. Oh, n'exagère pas. J'ai tout de même eu le temps de m'habituer. Tu avais pris soin de me dorloter, de m'endormir. Mais notre amour marchait contre trop de choses. Il fallait résister, refuser 50 bonheurs ou accepter les risques. J'ai jamais pensé que la vie s'arrangerait. Je paye cher une joie sans prix. Allô? Je dis sans prix. Et je ne regrette... Je regrette rien, rien, rien. Tu te trompes, tu te trompes, Allô? J'ai ce que je mérite. J'ai voulu être folle et avoir un bonheur fou. Écoute. Allô? Allô? Vous imaginez ça lu par une voix et par une voix recréée par l'intelligence artificielle. Là, autant d'émotions. On entend même son lit craquer parfois. On entend la circulation dehors. Ça a été enregistré à l'île Saint-Louis, au cœur de Paris. C'est encore une fois une seule prise et elle lisait le texte de Jean Cocteau, La voix humaine. Et quand je dis elle, c'était la grande, l'immense Simone Signoret. Il y en a une pour qui j'ai beaucoup d'admiration ici au Québec. C'est Catherine Trudeau. Catherine Trudeau, la comédienne bien sûr, mais peut-être plus encore pour l'autrice. Et que dire de la narratrice? Et il y a quelques années, Catherine a fait naître le personnage d'une ado qui s'exprime, qui est d'une lucidité infernale, qui est bordélique comme seuls les ados peuvent l'être, née de parents intellectuels qui lui ont transmis la curiosité, le désir de savoir, de connaître. Il y a deux choses qu'elle ne supporte pas, cette ado. Son prénom, Bérénice, et la simple idée qu'un jour on lui demande de monter sur scène. Bérénice, je vous jure, on l'aime comme Catherine Trudeau. Elle est nous toutes et nous tous à son âge. Elle est douée d'une impertinence qui l'honore et son sens de l'injustice est absolument hilarant et tellement charmant. Et en plus, quand Bérénice est lue par l'autrice Catherine Trudeau, moi je fonds et je ris, mais je ris. Ma mère en a rajouté après le souper. Elle m'a rappelé gentiment que ma porte de chambre n'ouvrait toujours pas because le ramassis d'objets de rien sur mon plancher. Et quand ma mère à lunettes a une idée dans la tête, elle l'a pas dans le 3e sous-sol. Ta chambre est un véritable capharnaüm, ma charmeuse de serpent en dentelle, et pure, et lag. J'ai eu beau protester en plaidant le faible jus de batterie, ça n'a rien donné du tout pantoute. Interdiction de rapporter des nouveaux amis de rien à la maison tant que je n'aurai pas remis un peu d'ordre dans ceux que j'ai déjà. Baboune de compétition je fis, rien n'y fit. J'ai donc dû réduire les piles de paperasse, brasser des tas de linge rendus trop petits, mettre au recyclage les vieux bricolages. Saviez-vous que l'obscurité des garde-robes préserve la couleur d'origine des bonbons d'Halloween pendant plusieurs mois?
Preuve à l'appui, des suçons collés dans leur emballage aussi orange que de Donald Trump le maquillage. Les dessous de lit font aussi de formidables cachettes à cartable d'école, comme en témoignent ceux de l'année passée que j'ai souignés là aussitôt la cloche sonnée le 23 juin dernier. Maintenant assise au milieu de mes amis de rien, bout des faces rendues tout gris, crayon de bois aux mines arrondies, gomme à mâcher rabougrie, mousse de nombril sous le tapis, mon ménage, pourtant bien commencé, est sur le hold. Toute mon attention est dirigée vers un petit paquet de feuilles brochées que je viens juste de retrouver, la recherche qu'on a faite en classe l'an dernier sur une femme qui s'appelle Clémence Desrochers. J'avais tellement aimé ça, faire ce travail-là. J'avais eu une méga note en plus. Facile de réussir quand un sujet te passionne, qu'ils disent. Et elle m'avait passionnée. Cette madame-là, Clémence, elle est là depuis longtemps en petit pépère. Elle a commencé à exister quand la vie était en noir et blanc. Et aujourd'hui, elle existe encore. Et malgré le temps qui file vite, elle est encore une jeunesse dans son cœur. Juste à lui voir l'air, ça paraît. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Elle a été écrivaine de chansons, comédienne, créatrice d'histoires, peintre, poète, inventeuse de personnages, chanteuse, calmeuse de peine, dessinatrice, jardineuse de pivoine, rythmeuse avec les mots, pilote de chaloupe verchère, patronne de boîte à chansons, name it, elle l'a faite alouette. Elle serait devant moi et me dirait qu'elle a 18 vies comme celle de ses chats réunis, je la croirais sur parole. Tout en parcourant les pages de ma recherche, je me demande si Clémence a un jour ressenti, comme moi, le besoin d'envoyer une mise en demeure à ses parents pour changer son prénom. Moi, en tout cas, un prénom qui rime avec flatulence, j'aurais voulu le changer. Je dis ça, je dis rien. Mais d'un autre côté, Clémence, ça rime aussi avec confiance. L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui sont ensemble. Qui partiront, qui partiront, qui partiront le même jour. Chère Clémence, découverte par le personnage de Bérénice de Catherine Trudeau. Avouez que c'est quand même délicieux d'entendre cette voix en plus d'adolescente qu'elle arrive à avoir, hein, Catherine, et puis qui colle tellement avec cette écriture qui est à la fois très, très moderne, très contemporaine, très ado, et puis très aboutie quand même. Tu sens que la monde, bon, sa mère à lunettes, ça, elle en parle pas beaucoup ici, mais elle a un père à lunettes et une mère à lunettes. Elle est française d'origine, la mère, et alors elle perd le... C'est vraiment drôle. Et elle, d'ailleurs, le personnage de Bérénice supporte pas parce qu'elle trouve que quand sa mère parle comme ça, elle lui dit toujours « Je comprends pas quand tu parles. » C'est tellement drôle, c'est tellement cute. Catherine Trudeau, voilà, je fais une déclaration. Je t'aime vraiment, j'aime ta façon d'écrire et j'aime ta façon de narrer. Bon, allez, on change de style encore une fois, mais c'est toujours un hommage aux belles voix, aux gens qui savent faire ce métier et dont on voudrait tellement les écarter pour faire place pourtant à l'intelligence artificielle. Alors là, j'ai choisi une voix française que vous connaissez peut-être moins, qui est celle de Élodie Hubert dans un texte classique, La Petite Fadette. Écoutez, c'est un choix qui s'est imposé à moi d'une façon évidente. Pourquoi ? Parce que le texte, d'abord, les mots, ceux de George Sand, et puis cette voix assez jeune d'Élodie Hubert. Vous allez l'entendre, ou du moins je l'espère, qui est absolument remarquable, avec une articulation tellement soignée. Vous savez, le genre d'articulation qui sait se faire discrète, mais qui est suffisamment présente pour qu'on entende toutes les nuances de la langue française, si délicieusement maniée, il faut bien le dire, par George Sand. Alors voici un extrait de La Petite Fadette de George Sand, lu par Élodie Hubert. Régalez-vous.
nuit est belle, dis-tu, et les étoiles brillent. Sans doute. Et cette sérénité des cieux et de la terre est l'image de l'impérissable vérité dont les hommes ne peuvent tarir ni troubler la source divine. Mais tandis que nous contemplons l'éther et les astres, tandis que nous respirons le parfum des plantes sauvages et que la nature chante autour de nous son éternelle idylle, on étouffe, on languit, on pleure, on râle, on expire dans les mansardes et dans les cachots. Jamais la race humaine n'a fait entendre une plainte plus sourde, plus rauque et plus menaçante. Tout cela passera, et l'avenir est à nous, je le sais, mais le présent nous décime. Dieu règne toujours, mais à cette heure, il ne gouverne pas. Fais un effort pour sortir de cet abattement, me dit mon ami. Songe à ton art, et tâche de retrouver quelque charme pour toi-même dans les loisirs qu'il t'impose. L'art est comme la nature, lui dis-je. Il est toujours beau. Il est comme Dieu, qui est toujours bon, mais il est des temps où il se contente d'exister à l'état d'abstraction, sauf à se manifester plus tard, quand ses adeptes en seront dignes. Son souffle ranimera alors les lyres longtemps muettes, mais pourra-t-il faire vibrer celles qui se seront brisées dans la tempête? L'art est aujourd'hui en travail de décomposition pour une éclosion nouvelle. Il est comme toutes les choses humaines en temps de révolution, comme les plantes qui meurent en hiver pour renaître au printemps. Mais le mauvais temps fait périr beaucoup de germes. Qu'importe dans la nature quelques fleurs ou quelques fruits de moins, qu'importe dans l'humanité quelques voix éteintes, quelques cœurs glacés par la douleur ou par la mort. Non, l'art ne saurait me consoler de ce que souffre aujourd'hui sur la terre la justice et la vérité. L'art vivra bien sans nous. Superbe et immortel comme la poésie, comme la nature, il sourira toujours sur nos ruines. Nous qui traversons ces jours néfastes, avant d'être artistes, tâchons d'être hommes. Nous avons bien autre chose à déplorer que le silence des muses. Écoute le chant du labourage, me dit mon ami. Celui-là, du moins, n'insulte à aucune douleur, et il y a peut-être plus de 1000 ans que le bon vin de nos campagnes sème et consacre, comme les sorcières de Faust, sous l'influence de cette cantilène simple et solennelle. J'écoutais le récitatif du laboureur, entrecoupé de longs silences. J'admirais la variété infinie que le grave caprice de son improvisation imposait au vieux thème sacramentel. C'était comme une rêverie de la nature elle-même, ou comme une mystérieuse formule par laquelle la terre proclamait chaque phase de l'union de sa force avec le travail de l'homme. La rêverie où je tombais moi-même, et à laquelle ce chant vous dispose par une irrésistible fascination, changea le cours de mes idées. « Ce que tu me disais ici l'an dernier est bien certain, dis-je à mon ami. La poésie est quelque chose de plus que les poètes. C'est en dehors d'eux, au-dessus d'eux. Les révolutions n'y peuvent rien. Ô prisonniers, ô agonisants, captifs et vaincus de toutes les nations, martyrs de tous les progrès, il y aura toujours, dans le souffle de l'air que la voix humaine fait vibrer, une harmonie bienfaisante qui pénétrera vos âmes d'un religieux soulagement. Il n'en faut même pas tant. Le chant de l'oiseau, le bruissement de l'insecte, le murmure de la brise, le silence même de la nature, toujours entrecoupé de quelques mystérieux sons d'une indicible éloquence. Si ce langage furtif peut arriver jusqu'à votre oreille, ne fût-ce qu'un instant, vous échappez par la pensée aux joues cruelles de l'homme, et votre âme plane librement dans la création. C'est là que règne ce charme souverain qui est véritablement la possession commune, dont le pauvre jouit plus souvent que le riche, et qui se révèle à la victime plus volontiers qu'au bourreau. Tu vois bien, me dit mon ami, que tout affligés et malheureux que nous sommes, on ne peut nous ôter cette douceur d'aimer la nature et de nous reposer dans sa poésie. Eh bien, puisque nous ne pouvons plus donner que cela aux malheureux, faisons encore de l'art comme nous l'entendions naguère, c'est-à-dire célébrons tout doucement cette poésie si douce, exprimons-la comme le suc d'une plante bienfaisante sur les blessures de l'humanité.
Chopin sur les mots de George Sand. Si elle savait ce qui se trame avec l'intelligence artificielle, George Sand, si elle sait d'où elle doit se retourner dans sa tombe. Elle qui a écrit ces mots que l'on vient d'entendre dans la petite fadette de George Sand et lus par Élodie Hubert. Des mots comme ceci: l'art sourira toujours sur nos ruines. Ou encore: la poésie est quelque chose de plus grand que les poètes. Ou encore: la voix humaine est une harmonie bienfaisante. Ou faisons encore de l'art, exprimons-la. Oui, c'est tout le souhait que je fais en consacrant cette émission aux voix que j'aime. Et je voudrais finir cette demi-heure avec une voix d'aventure, une voix guerrière, une voix sombre, ténébreuse, une voix capable de prendre l'armure de 1200 personnes différentes, celle de Bernard Métro dans Le Trône de Fer. Une série qui n'en finit pas, des personnages tous aussi truculents les uns que les autres. Ça ne pouvait être que Bernard Métro pour lire cela. Je vous fais entendre un extrait, je pense que c'est dans Le Trône de Fer numéro 6. J'avais prévu le numéro 7, mais je ne mets pas trop l'extrait qu'on nous proposait. Mais peu importe, que ce soit le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, c'est un extrait du Trône de Fer, lu par Bernard Métro. Si bien que depuis 4 jours, tout indice de guerre avait disparu. Cette mission, Kathleen l'accomplissait contre son gré. À Vivzeg, elle n'avait cessé de répéter à Rob: la dernière fois que je l'ai croisé, Renly n'était pas plus vieux que Bran. Je ne le connais pas. Envoie quelqu'un d'autre. Ma place est ici, au chevet de mon père, aussi longtemps qu'il sera en vie. Son fils s'était montré désemparé. Je n'ai personne d'autre. Je ne puis y aller moi-même. Votre père est trop mal en point. Je n'ose me priver du silure. Il est mes yeux et mes oreilles. Votre frère, j'en ai besoin pour garder Vivzeg quand nous marcherons. Marcherons ? Il n'en avait jamais été question devant elle. Il m'est impossible d'attendre ici que la paix se conclue. J'aurais l'air d'avoir peur de me remettre en campagne. Et je me rappelle les mots de père. Lorsqu'il n'y a pas de bataille à livrer, le soldat se met à rêver moisson et coin du feu. Mes gens du Nord eux-mêmes s'impatientent de plus en plus. Mes gens du Nord, pensa-t-elle, voici qu'ils commencent à parler en roi. Personne n'est jamais mort d'impatience, reprit-elle, tandis que la précipitation, nous avons semé des graines. Laisse-les germer. Rob secoua la tête d'un air buté. Nous avons jeté quelques graines au vent, voilà tout. Si Lisa venait à notre aide, nous le saurions déjà. Combien d'oiseaux avons-nous expédiés aux airiers ? 4 ? Moi aussi, je désire la paix. Mais pourquoi les Lannister m'accorderaient-ils quoi que ce soit si je me contente de camper ici, pendant que mon armée fond tout autour de moi comme neige au soleil d'été ? Ainsi donc, plutôt que de paraître un lâche, riposta-t-elle, tu céderas au pipeau de Lord Tywin ? Il veut te voir danser à Harrenhal. Oncle Brynden te le confirmera si... Je n'ai pas mentionné Harrenhal, coupa Rob. Bref, serez-vous mon émissaire auprès de Renly ou dois-je envoyer le Lord John ? Au souvenir de cette réplique, un vague sourire effleura les lèvres de Kathleen. Un peu grosse la blague, mais assez maligne, de la part d'un gamin de 15 ans. Rob le savait pertinemment, Lord Omble était exactement l'homme qu'il ne fallait pas pour traiter avec un Renly Baratheon, et il savait pertinemment qu'elle le savait aussi. Ce subterfuge l'avait contrainte à céder, au détriment de la piété filiale. L'état navrant dans lequel elle laissait son père, Lord Auster, ne facilitait pas la séparation, loin de là. Lorsqu'elle vint prendre congé de lui, il ne la reconnut même pas. L'appela Minissa, demanda « Où sont donc les enfants ? Ma petite Kat, ma Lisa Kaline. » En le baisant au front, elle le rassura. Les petites allaient bien. Et tandis qu'il refermait les yeux, elle lui souffla « Attendez-moi, messire, je vous prie. Je vous ai si souvent attendu, moi. Si souvent. Maintenant, c'est à vous de m'attendre. »
Vous devez m'attendre. Chaque bouquin dure entre 13 et 15 heures à peu près, et je pense qu'il y en a au moins 9 ou 10. C'est vous dire, ça peut vous faire tout un été, ça. Écoutez, Le Trône de Fer de George R.R. Martin, mais lu là par le français Bernard Métro. Vous savez à quel point cela nous démontre, quand on entend toutes ces voix, à quel point on ne pourra jamais retrouver le souffle, retrouver la respiration, retrouver l'intention, mais retrouver surtout l'âme de ceux qui lisent ces textes-là dans le livre audio. C'est pour ça que ça me déchire le cœur, d'autant plus que l'argument qui est mis en valeur, entre autres par Audible, quand ils enregistrent à ce point-là des livres par centaines en ce moment avec l'intelligence artificielle, c'est qu'ils disent « oui, ça nous permet d'en faire plus ». Mais c'est comme si on demandait à Chagall de refaire la coupole de l'Opéra de Paris en 2 jours. Non, c'est pas vrai. Ce sont des œuvres. Alors, ça vaut pas la peine d'en faire autant du livre audio si c'est aussi pourri, quoi. Il faut conserver l'âme de ça. Il y a des artisans qui travaillent sur le livre audio. D'ailleurs, il n'y a pas que les narrateurs. Il y a les réalisateurs, il y a les monteurs, il y a les musiciens, il y a les producteurs, il y a les gens à qui appartiennent les studios, il y a les distributeurs. C'est tout un monde qu'il faut aider. Oui, j'en parle souvent, mais comme je suis la seule à le faire dans le cadre de cette émission-là, eh bien, s'il faut que quelqu'un continue à le faire, ce sera moi, mes amis. Alors voilà, on se retrouve en seconde partie avec d'autres voix, québécoises ou françaises, peu importe, mais avec des gens qui sont particulièrement bouleversants quand ils lisent des livres audio. Vous écoutez des livres plein les oreilles, animés et réalisés pour vous par Clotilde Sey. La voix humaine, c'est le thème de cette émission un peu spéciale, née d'un coup de gueule, je vous le rappelle. Voici 3 livres audio dans cette seconde partie que je ne cesse de recommander pour la qualité du livre, de la littérature d'abord, et pour celle de la narration. On va commencer par Jean-François Caron. Qui est Jean-François Caron ? Voilà un homme qui réside depuis 2011 à Sainte-Béatrix, dans la région de la Naudière. Et voici un homme qui a accumulé plein d'expériences de travail. Pigiste, enseignant, camionneur, puis coordonnateur de la bibliothèque de son village. Il est maintenant auteur, je pense, à part entière. Son œuvre, elle est ancrée dans le territoire. Elle est teintée de la poésie de l'oralité. Elle se construit autour des thèmes de l'identité et de la filiation. Par exemple, Beau Diable, cet homme retiré dans l'arrière-pays de Montmagny qui entreprend de piéger sa solitude dans les contes qu'il s'invente pour rapailler les morceaux disloqués de sa vie. Ratoureux comme tout beau conteur, il espère ainsi déjouer les épreuves qui l'ont esquinté et s'approcher de Mado, tenancière dont la peau tavelée et le grand cœur pourraient dissoudre les dernières peurs qui rôdent autour de lui. Beau Diable, une chimère à 7 têtes qui va y veiller d'une terrifiante manière. Et pour lire son propre livre, Beau Diable, parce que c'est lui qui en est le narrateur, Jean-François Caron a travaillé sans relâche sa narration. Et voilà ce que ça donne. Ça commence par une voix, la mienne, dans le noir. C'est tout ce que ça prend. Puis la lumière se fait doucement pour qu'on puisse tout voir venir et aller, tout entendre se placer. Bruit de vaisselle et de couverts, mangeailles et jasage étouffé, l'éclairage vient d'être tamisé. À soir, le resto chez Mado prend ses airs de cabaret. L'habituelle salle à dîner pleine à craquer a été réarrangée avant votre arrivée. Un last call sur la bière vient d'être annoncé. Derrière son bar, Vicky a été claire. Si vous voulez boire, c'est maintenant ou à l'entracte. Elle aussi veut profiter de sa soirée. L'excitation est palpable. La sentez-vous comme moi?
Ça fait toujours trop longtemps que Madeleine a organisé un de ces soirs pas ordinaires. Je m'appelle François, devant vous autres, je prends mes aises puis mes grands airs. Attention, c'est sur le point de se faire. Pendant que vous m'écoutez, tout devient un peu plus clair. C'est un jour qui se lève sur nous autres. Pareil à ce matin-là, quand je dors encore, la peau collée au tissu rugueux du vieux Chesterfield orange et terre humide. C'est là, justement, que la magie opère, parce que si vous vous concentrez, vous voyez le divan. Vous me voyez, moi, étendu dessus. Et en même temps que moi, vous entendez vous autres aussi les coups qui résonnent pour me réveiller. Comme ces 3 coups distincts, incertains, lents sur le comptoir du bar. Toc, toc et toc. Et une voix, belle voix grondée, rugueuse et sobre, celle d'un homme, sorti de loin dans mes souvenirs, sorti de bien trop loin, trop profondément enfoui. Et alors vous me voyez dans votre tête, debout dans cette vieille cabane de fond de bois qui vous apparaît comme une évidence avec pour seul vêtement mon vieux caleçon blanc sur la caboche des épis épars et ma barbe écrasée d'un côté qui donne un air déformé à ma bouche en pâte à papier. Vous me voyez, moi, dans votre tête, mais vous voyez aussi la cabane, la bien nommée Trapède-Mont, mais j'y reviendrai. Sise au pied de la vieille tour à feu du Mont-Saint-Louis, retapée par mes propres mains à moi le François que vous êtes en train d'apprendre à faire exister au-delà de cette salle à dîner du resto chez Mado. De l'autre bord de la porte que je suis sur le point d'ouvrir, il y a Jean, beau Jean, grand Jean, mon bon chum, bon sang, pas vu depuis, je dirais, 2 lustres et demi. C'est la première fois que je le vois dans son attirail, attifé en camionneur, bottes à cape d'acier, veste carottée, dossard fluo, casquette Peterbilt, un vrai beau Jean bien propre puis bien rasé, prêt pour l'ouvrage. En me voyant pratiquement tout nu pour le recevoir, il part à rire. Je lui réponds qu'il n'y a pas de décorum pour recevoir un vieux chum, surtout quand on vit au milieu du bois. Le voir réapparaître me fait un sourire de 200 jours et 200 dents, je lui ouvre les bras encore plus grands et ce sera l'accolade la plus étrange qui soit pour le temps qu'elle durera. Et alors viennent entre nous les affaires qu'on se dit dans ce temps-là. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais de bon? Et puis... tu sais, moi... Mais qu'est-ce qui t'amène? Une bien longue histoire. Puis toi? En tout cas, content de te voir. Les mêmes mots depuis 1000 ans, une formule de conteur, de celle qu'on utilise avant de commencer son histoire, comme quand je vous dis que ça commence par une voix, la mienne, dans le noir. Je ne m'en lasse pas. La voix de Jean-François Caron dans un de ses textes Beau Diable, sorti il y a maintenant 2 ans. Pour les gens que ça intéresse, Jean-François Caron vient juste de publier Monte à peine. Sera-t-il enregistré en audio au Québec ? Je ne peux pas vous le dire pour le moment, mais si c'est le cas, j'espère que c'est Jean-François lui-même qui en fera la narration. La prochaine voix est une voix québécoise encore, mais une voix féminine, celle-ci, qui me touche particulièrement, celle de Dominique Quesnel. La voici dans un extrait d'un livre vraiment pas facile, Les jumelles martyrs, écrit par les fameuses jumelles Isabelle et Mireille Grenier. Écoutez bien la voix de Dominique Quesnel. Nous avons choisi de raconter ce que nous avons vécu pour réveiller les consciences individuelles et rappeler l'obligation légale que nous avons tous, en tant que citoyens, de dénoncer la violence et les sévices, physiques et sexuels, subis par les enfants de moins de 18 ans. Nous avons aussi l'obligation morale de venir en aide aux aînés, aux sans-abri, aux malades hospitalisés, bref, à toutes les personnes les plus vulnérables de notre société qui vivent de la maltraitance. Malheureusement, des situations de violence et d'abus existent encore aujourd'hui et elles risquent de se reproduire si personne ne prend la parole. Nous souhaitons également que les gens réalisent qu'ils ont plus de ressources que les victimes et donc qu'ils doivent dénoncer les situations inacceptables dont ils peuvent être témoins. Sinon, ils deviennent des complices. Notre témoignage se veut un cri du cœur pour vous convaincre de l'importance d'agir, de parler et de briser le silence qui entoure les victimes de mauvais traitements,
de négligence, afin qu'elles puissent compter sur vous pour leur venir en aide. Dominique Kennel, une voix qu'on écoute, une voix qu'on respecte. Une autre voix qu'on respecte aussi, c'est une voix masculine au Québec, c'est celle de Paul Amarani. Paul Amarani qui a enregistré il y a maintenant quelques années, il y a peut-être 2 ans de ça, pardon, à peine, Granby au passé simple, le livre de Hakim Gagnon qui a fait, ma foi, beaucoup parler de lui et c'est très bien. Nous sommes... on est avec Hakim, son frère et son pop, c'est comme ça qu'il l'appelle, le papa, dans la modeste maison mobile de Granby où il a grandi. Et dans ce roman qui est d'une immense tendresse, derrière les fanfaronnades trash d'Hakim, on découvre surtout une misère de région ordinaire, le chômage, la solitude du père, la dépression, la promiscuité collante, l'hygiène qui fout le camp, l'adolescence dans le tapis, les tensions qui en résultent. La maison des Gagnons craque de partout. Et devant ce spectacle douloureux, le jeune Hakim trouve refuge dans le cinéma, dans les cours de théâtre et surtout dans l'œil de sa caméra à travers laquelle il tente de remixer le réel pour mieux nous le raconter, à défaut de pouvoir s'en extraire. Écoutons la voix de Paul Amarani dans cet extrait de Granby au passé simple de Hakim Gagnon. Salut mon grand, est-ce que je te dérange? Hurle mon père dans le téléphone. Depuis qu'il a un cellulaire, il s'est mis à parler fort, comme s'il avait peur que je ne l'entende pas. C'est sans doute parce que les portables ne donnent pas de retour de voix, contrairement au téléphone terrestre. La nostalgie de mon père face aux vieilles choses le pousse à ne pas s'adapter aux nouvelles technologies. C'est pour cette raison qu'il me crie dans les oreilles comme si nous étions sur un chantier de construction. « Mais non, tu me déranges pas, Pop, c'est moi qui te rappelle. »« Ah ben oui, c'est vrai! » Parle moins fort, Pop, Chris. « Ah, excuse-moi, j'avais peur que tu m'entendes pas. »« Fais-toi-en pas, tout mon quartier t'entend. » Il y a quelques minutes, quand j'ai regardé mon téléphone, j'avais 2 appels manqués de mon père. Pop n'a pas l'habitude de me téléphoner après 20 heures. Il sombre dans le sommeil vers 18 ou 19 heures. Qu'est-ce qui peut bien le garder hors de son lit? Ben c'est ça, là. Chez ta mère. Tu veux-tu y parler? Chez Mom? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, je te la passe. Allô? Dit ma mère qui parle toujours quelques décibels trop bas. Beau duo, ces deux-là. Elle vient d'hériter de la conversation et semble aussi confuse que moi. « Salut, Mom. Pop est chez vous? » Oui. Silence. Je sens dans son petit oui qu'elle aussi se demande ce que son ex-mari fait chez elle. Je vais devoir creuser pour savoir ce qu'il fout là. Si mon père est descendu chez ma mère sans m'aviser, c'est qu'il doit se passer quelque chose dans sa vie. Il n'a pas l'habitude de sortir de chez lui sans me l'écrire à répétition en texto. Pop habite à plus de 2h30 de route de Granby, sauf qu'à la vitesse à laquelle il roule, ça lui prend 3 heures, 3h30 à franchir cette distance. Sa présence chez Mom n'est pas anodine, elle vient nécessairement avec un mystère. Je romps le silence pour l'élucider. Peux-tu me repasser Pop, s'il te plaît? Oui. Bye, chaton. Allô, mon grand, ça va? Moins fort. Oh, excuse-moi. Dit-il en riant. Il enchaîne avec une histoire que je ne comprends pas trop. Ça parle de Chop, de son ami Robin et de la Beauce. Blablabla, Chop. Blablabla, Robin. Blablabla, Beauce. J'attends qu'il mette fin à son petit délire pour lui demander la raison de sa présence chez ma mère. Il parle sans arrêt, tel un acteur qui relate son plus récent contrat. Je me sens squeezé entre ses mots comme des sardines dans une canne. J'espère pouvoir placer un mot bientôt. Le connaissant, il est capable de s'auto-entretenir une conversation assez longtemps, je n'ai même pas à lui répondre. Même que parfois, Pop ne sait pas à qui il parle, mais continue de monologuer quand même. C'est ce qui est arrivé il y a 3 ou 4 semaines. Pop m'a appelé et dès que j'ai décroché, il s'est mis à me raconter tout et rien. Plus rien que tout. Au bout d'une dizaine de minutes, je me suis rendu compte qu'il croyait parler à mon frère Carl Camille. Je lui ai coupé la parole pour lui indiquer que c'était Hakim au bout du fil. Il m'a répondu « OK », sans même entendre ni comprendre ce que je venais de lui annoncer. Il a raccroché, puis il m'a rappelé une trentaine de secondes plus tard. Il a commencé la conversation en me disant « Allô, je viens de parler 10 minutes avec ton frère. Là, c'est à ton tour. »
Je connais assez mon père pour savoir qu'il ne rigolait pas. Il était convaincu d'avoir parlé à mon frère. Puis il m'a resservi les mêmes histoires. Ça m'a au moins permis de savoir qu'il nous dit la même chose à tous les deux. Il ne ment pas. Il ne ment plus, en fait. Car pendant ma jeunesse, je ne peux pas dire que mon père brillait par son honnêteté. Je dois absolument lui couper la parole maintenant, sinon je vais passer la nuit debout à l'écouter sans avoir bouclé mon enquête. Pop, 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 pop! Oui, mon grand? Qu'est-ce que tu fais chez Mom? Ah, je suis descendu, je voulais te voir. Ben, si tu veux me voir, t'as plus de chances de me retrouver chez moi à Montréal que chez Mom à Granby, non? Ben oui, toi. non, je veux dire, je me suis arrêté en chemin pour jaser un peu avec ta mère. Inquiète-toi pas, là. Tout va bien, Hakim. Je vais bien. Je vais super bien. Il va mal. Il me ment, et il me ment très mal. Ah, c'est tellement bien lu. Hein, c'est tellement bien lu par Paul Amarani. Puis j'adore, moi, cette écriture québécoise-là. Vous le savez, hein, les auteurs et autrices québécoises, je les adore, je les supporte, j'en fais la promotion régulièrement. Encore récemment, je parlais à des amis français qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps et qui les connaissent pas. Et je te dis, regarde, j'ai au moins 25 bouquins à te prêter, quoi, il faut que tu rentres dans le bain de la littérature québécoise. Donc ça, c'était un extrait quand même que je vous le rappelle de Granby. Voyons, j'ai perdu un petit peu. Voilà, Granby au passé simple de Hakim Gagnon. C'était lu par Paul Amarani. On va sortir un petit peu du côté Belle-Voix parce que, comme toujours dans mon émission, j'aime finir avec des nouveautés, avec des livres audio qui viennent de sortir. Et quoique les voix que l'on va entendre là auraient pu faire partie de mes choix de voix humaines qui me semblent intéressantes, notamment celle de Thierry Blanc qui est énormément utilisée en territoire français et qui là a servi sur Les guerriers de l'hiver de Olivier Norek. Le livre est déjà, je pense, parmi ceux qui sont en lice pour le Goncourt. Ça a donné lieu, Les guerriers de l'hiver, à plusieurs articles dans les journaux et notamment dans l'actualité. Une entrevue avec Olivier Norek qui nous dit que l'ignorance est la base des phobies. Et qui nous parle de Simo, qui est le personnage central de ce livre, Les guerriers de l'hiver. Simo, nous dit Monsieur Norek, Olivier Norek, l'auteur, a gravité dans mes pensées pendant longtemps. Je ne pensais pas écrire sur lui, car l'histoire n'est pas ma matière. Mais un jour, la Russie a envahi l'Ukraine et j'ai eu peur. Je me suis dit alors, ça peut commencer comme ça, une guerre, est-on menacé d'un hiver nucléaire? L'ignorance est, je crois, la base des phobies, et je veux répondre à mes craintes par un élan de curiosité, car plus on sait et moins on a peur. Je me suis donc intéressé aux guerres qui ont été lancées par la Russie au siècle dernier. Et c'est comme ça qu'il a exhumé un conflit méconnu, la guerre d'hiver. Ça retrace l'incroyable résistance, fait réel, du peuple finlandais face à la puissante armée rouge. Imaginez. C'est dans un format style journal de bord qu'il raconte l'histoire d'un modeste paysan qui est devenu le sniper le plus redouté de l'histoire, extrait de Les guerriers de l'hiver. Imaginez un pays minuscule. Imaginez-en un autre gigantesque. Imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. 20 millions d'obus, et la terre manqua de s'ouvrir en deux lorsque la Russie en frappa les Corses au même endroit, chaque jour, pendant plus de 100 jours. Des colonnes de chars contre de vieux fusils. 1 million de soldats rouges contre des ouvriers et des paysans. Mais les conflits passés racontent qu'il faut 5 soldats entraînés pour affronter un homme seul qui se bat pour sa terre, sa patrie et les siens, les mains accrochées à sa carabine, sentinelle derrière la porte de sa ferme barricadée. Et un homme seul peut changer le cours de l'histoire.
Au cœur du plus mordant de ces hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire, la Finlande vit naître une légende. La légende de Simo Häyhä, la mort blanche. Il y avait pourtant eu des jours heureux, une paix chérie. Il y avait eu un avant, un peu avant l'enfer. Chapitre 1. Un peu avant l'enfer, dans une forêt de Rautjärvi, village de Finlande. Aux herbes écrasées, aux branches cassées, aux touffes de pelage accrochées aux épines des genévriers, aux empreintes enfoncées dans la terre et dont la partition racontait aussi bien qu'un fléchage le chemin de ceux qui les avaient laissés, sans un bruit, Simo lisait la forêt. Il entendait la respiration des arbres dans le vent, le pouls de leur sève, le bruissement du pas des animaux sur les feuilles sèches, le frottement de leur cuir contre l'écorce et leur cœur palpitant. Pour celui qui la connaît, il n'est pas de silence plus bruyant que celui de la forêt. Il n'y pénétrait jamais en prétention, il y était invité. Invité seulement. Et pour ne pas lui faire offense, il n'en prélevait que ce dont il avait besoin. Parfois un élan, une autre fois un loup, une perdrix, un corbeau ou un de ces furets dont les fourrures très prisées avaient orné toutes les capes des rois de France. Au stand de tir de la garde civile finlandaise, Simo devait, pour viser juste, plonger en lui-même et faire abstraction de tout ce qui l'entourait. Mais ici, il était aux aguets de chaque murmure, de chaque silence, de chaque course et de chaque envol. À 20 mètres devant lui, le pelage feu d'un renard jura parmi les épines vertes des branches tombantes d'un vieil épicéa. À 23 mètres, exactement. Nul homme n'est plus habile que celui qui, par les leçons de son père, acquiert l'art de faire. Et Simo avait appris du sien l'art d'estimer les distances, suivant une pédagogie qui lui était propre. « Combien ?» demandait-il à son fils, encore enfant, en pointant le tronc calciné d'un arbre qu'un éclair avait brisé à hauteur d'homme l'été précédent. « La balle fait une parabole. Si ton estimation est plus courte d'1 mètre, l'ogive se fichera dans le sol. Et si ton estimation est plus longue d'1 mètre ou 2, elle se logera dans ton ventre. » promettait-il avec sérieux. Et c'est comme ça que le père a créé le sniper le plus redouté de l'armée russe. Quand même fou quand on pense à un seul bonhomme comme ça dans les forêts finlandaises face aux chars. En tout cas, il paraît que c'est un livre, je ne l'ai pas encore lu, il fait partie de ma pile sur ma table de nuit, mais il est à recommander à tout le monde. Les guerriers de l'hiver de Olivier Norek, lu par Thierry Blanc. Et je vous rappelle qu'il est déjà en lice pour le prix Goncourt 2024. Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Sandrine Colette, on en a déjà entendu parler ici à l'émission par Gérald de Cousineau qui affectionne particulièrement cette autrice-là. Et Madeleine avant l'aube, eh bien c'est d'abord un espace qui nous est présenté, un endroit à l'abri du temps, un minuscule hameau qu'on appelle les montées comme le contraire des descentes. Et c'est un pays à lui seul pour les jumelles qui s'appellent Ambre et Aélis et la vieille Rose, qui sont 3 personnages centraux dans ce hameau-là, dans ce livre-là. Ici, l'existence est rude. Les familles travaillent une terre avare qui appartient en plus à d'autres et les endurent en serrant les dents. Et les endurent cette injustice-là, mais c'est ainsi depuis toujours. Alors, jusqu'au jour où arrive une certaine Madeleine avec un A, une fillette affamée, sauvage, qui sort tout droit des forêts. Alors elle est adoptée par les montées, Madeleine, qui les ravit, qui est une passionnée, une courageuse, une vivante dans ce hameau qui respire la mort finalement. Et pourtant il reste dans ses yeux cette petite flamme pas tout à fait droite, une petite flamme qui un jour
va faire brûler ce monde. Avec Madeleine avant l'aube, Sandrine Colette, nous dit-on, questionne l'ordre des choses, sonde l'instinct de révolte et nous offre, servie par une écriture éblouissante comme toujours, une ode aux liens familiaux. Dans l'extrait qui va suivre, la petite n'est pas encore arrivée dans ce hameau, mais l'ambiance. Il observe la vieille qui remonte la traille, poignée par poignée, tous les nerfs bleuissant son visage et ses bras maigres sous l'effort. Et il pense aussi, comme chaque matin et chaque soir de la moitié de l'année depuis 8 ans, que c'est de la folie de laisser le bac à cette femme-là. Qu'elle n'a plus l'âge. Sur ce point, tout le monde chuchote. Tout le monde s'accorde à dire que le câble retiendra le bac quoi qu'il arrive, mais elle, l'ancienne, finira par crever, attirée comme ça sur ses muscles, avec les veines qui dessinent des sentiers sinueux et gonflés à ses tempes grises, et les roquements qu'elle arrache à ses brassées gagnés une à une, les paumes brûlées par la corde. Tout le monde en parle et personne ne bouge. Ce sera ainsi tant qu'il n'y aura pas d'accident. Cela les arrange que la vieille s'occupe du bac puisqu'il n'y a plus de pont. Le pont, Eugène s'en souvient. Il a été détruit quand il avait 10 ou 12 ans, et c'est une volonté des habitants de la foi de ne pas le rebâtir. Les raisons lui échappent. C'est comme ça, c'est tout. Comme ça, et puis être à l'abri du monde. Mais que c'est long, rumine-t-il, avec les mains qui se serrent pour ne pas saisir le câble à la place de l'ancienne. Un si petit fleuve. Alors il ferme les yeux et comme il a l'habitude, il tente de trouver le repos pendant les quelques minutes de la traversée. Le poids de la journée écrase son dos. Trop de fatigue, mais c'est normal. C'est tout le temps, tous les jours. La fatigue est la vie. Et il se dit qu'il ne la sent plus, il l'a faite sienne, dans ce corps immense que les autres croient à l'abri de la misère et des trébuchements. Eugène se tient au milieu du bac, les traits creux épuisés, les épaules tendues, les mains larges comme des pattes d'ours capables d'empoigner n'importe quel outil ou n'importe quel travail. Jambes un peu écartées pour ne pas tituber, ne pas inquiéter Géricault campé à côté de lui. Il est seul sur la toue. Il est toujours seul. Personne ne veut passer le basilic. Le long fleuve vert dessous ses pieds se tortille entre les terres, tel le petit serpent mortel qui lui a donné son nom. Pourtant Eugène le sait, le basilic n'est pas un fleuve à serpents. Sa teinte presque émeraude ne vient pas des écailles des reptiles cachés par milliers dans ses trous, comme l'affirment ceux qui jouent à se faire peur. C'est la roche et ce sont les algues d'eau douce. Eugène ouvre les yeux. La rive approche. Il l'a senti au remous du bac. L'enfant est penché devant, prêt à bondir, lorsque l'ancienne le saisit par le bras et le culbute à l'arrière. Elle en a trop vu de ces petits noyés impatients qui glissent sous la coque et qu'on n'a pas le temps de rattraper. Elle manœuvre l'embarcation et cogne bientôt les joncs. Déjà Géricault enjambe le plat-bord. Le monde, un instant, en suspens, reprend sa course. Eugène pose une main sur son cœur qui bat fort. C'est impossible de voir d'ici à cause des forêts. La ferme se trouve au nord-est, à presque 1 lieue de là. Trop loin pour arriver vite et trop près pour se préparer à ce qu'il va découvrir. Pendant quelques secondes, il chancelle. Très belle voix que celle de Clément Bresson, que je ne connaissais pas. Je pense que c'est la première fois que je diffuse la voix de ce narrateur-là dans un extrait d'un livre de Sandrine Colette, Madeleine avant l'aube. Livre ambiance, encore une fois, un livre qui va faire beaucoup parler de lui. Il y en a tellement qui sortent cette année en ce début de saison littéraire. Et ce qui est merveilleux, c'est que parmi toutes ces nouveautés littéraires, la plupart sont déjà ou vont être enregistrées en audio. Imaginez ma joie, bien sûr, puisque je vais pouvoir alimenter, Dieu soit loué, cette émission des livres plein les oreilles qui va s'achever aujourd'hui. C'est ça, avec cet hommage que j'ai voulu rendre aux voix humaines avec tout ce qu'elles ont de plus chaleureuses ou de plus vulnérables, chose que l'intelligence artificielle
qu'on le veuille ou non, ne pourra jamais nous offrir. Alors, voilà. Je suis bien contente d'avoir eu cette idée-là. J'espère que vous avez passé un beau moment avec ces livres que je vous souhaite d'effeuiller par les oreilles un jour ou l'autre. Je m'appelle Clotilde Sey, j'ai animé cette émission-là aussi, tellement bien appuyée par le sourire et l'amour du bonhomme que j'ai en face de moi à chaque fois que je viens enregistrer cette émission-là. Il s'appelle Mathieu Tessier et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Passez une belle semaine. Salut!